Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode de nos podcasts dans lequel je ne serai pas animateur puisqu'il y a nos animateurs, mais je vais vous souhaiter la bienvenue puis vous introduire en fait au charmant panel qui va être là aujourd'hui avec nous autres. On a entre autres Karine de la librairie jeunesse Le Repère, on a également Jade de Pic-Pac et Juan de Cool Club ainsi que moi-même Olivier de chez Léo Studio. Et ça me fait grandement plaisir en fait de faire l'intro de cet épisode-là parce que j'étais moi-même un membre de chez nos bureaux il y a de ça plusieurs années. Alors, c'est comme une petite retrouvaille qu'on fait ici. Je suis bien content qu'on ait pensé à moi, qu'on m'ait invité. Et donc, aujourd'hui, l'épisode va porter sur le sujet de nos modèles. Donc, vous allez voir, on part dans toutes sortes de directions, mais l'idée de base, c'est vraiment le modèle d'affaires. Donc, tous les gens qui sont autour du panel ont différentes expériences par rapport à ça, des anecdotes que je pense que vous allez trouver intéressantes si vous vivez votre parcours entrepreneurial, vous aussi. Donc, je vous encourage à écouter notre conversation, puis je vous souhaite une bonne écoute. Mais je sais même pas si j'ai déjà fait un vrai podcast, en fond. Avec le full setup et tout ça. Je sais qu'avec Olivier Lambert, il faisait pendant ses parties, il y avait son setup de podcast, puis il stream live au monde en ligne. À un moment donné, il y a un des gars qui était tellement chaud qu'il dormait sur le podcast. J'avais vu ça, mais je sais pas si ça compte comme un vrai podcast. Je suis pas sûre que ça compte, mais bon, ça fait des belles anecdotes. Ah, c'était excellent. Bonjour. Je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir. Puis merci à Juan, by the way, de nous accueillir dans ton studio chez Cool. C'est mon premier. En plus, c'est la première fois que tu participes au podcast en général? Ouais. Ah, wow, OK. Fait qu'on brise la glace. C'est ma première expérience. Super. Ouais. Tu veux-tu peut-être ouvrir le bal avec une période comment est arrivée l'idée du studio dans le cadre de Cool, puis ce que tu fais? Ben ouais, je pourrais. Le studio, comme plein d'autres projets, j'ai l'impression que le projet il est né de lui-même. C'est de manière très organique. Là. Je te dirais qu'il s'est un peu... Nous, au début, on a commencé dans un petit garage qui est juste à côté. Je sais pas si vous l'avez vu, là. Mais fondamentalement, on était juste un brand de linge, puis on essayait d'innover en prévention en santé mentale. Fait que on faisait des activités de marque. On tenait notre inventaire, puis on essayait de vendre des vêtements, puis grâce à ces fonds-là, les vêtements, ils portaient un message, puis ensuite de ça, avec ces fonds-là, on créait de l'impact social, surtout en prévention en santé mentale. Après la pandémie 2022, l'histoire, la légende raconte que ça ici, c'était une ancienne plomberie là, dans les années 70. Puis le sous-sol, il était tout défait. Là. Il n'y avait absolument rien. Mais quand il n'y a rien, sauf une pissoire au bout, à tous les jours, j'allais faire mon petit pipi au bout. Puis de fil en aiguille, on dirait que je visualisais un peu c'était quoi, qu'est-ce que je filais dans le lieu ici. Fait que ça, naturellement, pour moi, c'était un studio de podcast juste à cause qu'il y avait une vitre. Ça prenait juste ça. Ça prenait juste la vitre. Je me rappelais des vidéos de Musique Plus, quand il y avait le monde dans la fenêtre à Sainte-Catherine qui... Fait que non, pour vrai, le studio, il est juste né de ça, mais voulant dire, le lieu, il a généré un peu ce sentiment-là. Mais un peu comme d'autres projets, il y a quand même il y a un noyau, une centralité que j'ai longtemps poli dans ce qu'on veut être comme entreprise. T'sais. Fait que pour moi, tous les projets qui naissent de manière très organique et pas vraiment mentale, ça part un peu de cette envie-là de faire le mieux qu'on peut pour transformer la culture, l'humain. Fait que je veux pas trop déballer. Là. Ça serait un peu répondre à ma question par rapport au studio, mais j'aimerais peut-être aussi laisser la parole à... Si vous avez envie de partager aussi peut-être, je sais pas, vos premières inspirations ou vos premiers éléments, vos premiers pas créatifs. Ouais. Tu y aller, ça me dérange pas. Ouais. Tu peux y aller. Je peux y aller. Pic-Pac a commencé, je peux pas vraiment dire qu'il y a un point comme dire « Hey, ça a commencé là ». Mais j'ai toujours aimé créer. Tu sais, je me revois quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé... J'étais très curieuse. Puis j'ai toujours baigné un petit peu dans l'entrepreneuriat. Mais je me suis jamais dit... Tu sais, des fois, tu vois des entrepreneurs qui sont comme
hey, je veux être entrepreneur, puis c'est juste ça. Moi, je me suis jamais dit ça. On dirait que ça s'est fait comme naturellement, un peu comme toi. Puis c'était plus l'idée d'avoir un projet à moi, puis de créer, puis de changer un peu la façon des choses, de faire. Tu sais, même encore, ma motivation aujourd'hui, c'est pas... Tu sais, on va le voir aussi, je trouve qu'on est beaucoup dans une vague. En tout cas, c'est un autre sujet, mais on est beaucoup dans une vague de hey, je veux faire de l'argent rapidement. Mais même encore aujourd'hui, ma motivation n'est pas de faire de l'argent. Bien sûr que, comme toute entreprise, il faut en faire. Mais ma motivation est vraiment de faire comme un jour, j'aimerais ça que les gens fassent comme Pickpack. C'est ça, c'est Jal qui est derrière, c'est son frère qui ont parti ça, puis c'est comme une manière rendue de faire, c'est un packaging réutilisable, pourquoi on n'y a pas pensé avant. Fait que l'aspect motivationnel, c'est vraiment ça, de créer quelque chose que tout le monde connaît, puis ça devient une habitude. Fait que ça a créé... Pickpack a comme commencé là-dessus. Moi, j'ai étudié en communication, puis j'étais dans un stage en pleine pandémie, puis je devais faire des recherches sur ce qui se passait mondialement dans le packaging, dans le commerce en ligne. Puis j'ai tombé là-dessus en Europe. Puis là, on dirait que comme tout s'est enligné, puis j'ai fait « Ah, je vais regarder, je vais commencer à voir ce qui se fait ici. Puis là, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'initiative semblable au Canada. Puis là, mon côté curieuse a ressorti, puis j'ai commencé, c'est ça, à travailler, à harceler tout le monde chez Post Canada qui ne pouvait pas exister sur LinkedIn, puis à faire « Je veux ce projet-là ». Puis c'est comme ça que ça a commencé, puis c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Ça ferait combien de messages Beaucoup. Post Canada, ouais. C'est vrai qu'il y a une anecdote, dans de ça, je suis curieux de... Ben oui. Ben, c'est juste que je voulais... Parce que c'est le point d'entrée, en fait, nous, c'est ça, on fait des emballages réutilisables pour les commandes en ligne et on devait trouver une façon, en fait, qui soit retournable. Donc, puis là, on cherchait, on était comme... On a commencé par chercher de comment qu'ils pouvaient retourner. Là, on s'est dit, tu sais, comme les vêtements, les drops de vêtements usagés. Puis là, on était comme, ouais, mais tu sais, ça va être beaucoup trop long. Puis on voyait ça gros, Pickpack, il y a vraiment une grosse opportunité de marché. Puis comme si on commence vraiment trop petit, tu sais, localement à Granby, là, tu y vas, on était comme ça va être bien trop long. Puis là, on regardait ce qui se passait en Europe. Puis en Europe, ils font affaire avec la Poste, qui est l'équivalent de la Poste canadienne ici. Pas fou quand tu y penses? Non, c'est pas fou. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on était comme, ben, c'est le point d'entrée, c'est Post Canada, mais c'est tellement une grosse organisation qu'on était comme, faut trouver la personne concernée, puis la personne qui se sent concernée, qui va être intéressée au projet. Fait que j'ai fait plein de messages. Puis, c'est un peu comme dans le film là, Artérix et Obélix, là, qu'on te retourne tout le temps. Oui. Puis on te retourne à la même personne, et la personne est comme ah, non, c'est pas moi. Fait que tu sais, ça se pitch. Puis là, finalement, j'ai réussi à avoir une rencontre. Là, j'étais stressée, j'étais comme j'avais organisé un pitch, comme on voit. Je pense que j'ai fait genre 2 slides, ils m'ont coupé ça. Puis là, il était comme, ouais, on sait ce qui se passe en Europe, là. Tu nous as tous parlé autour de la table. Je leur avais envoyé tous tout des le monde te messages. connaissait déjà. Tout le monde a déjà ton pitch. Bonjour tout le monde. Ouais, c'est ça. Puis finalement, c'est ça ils m'ont dit, envoie des échantillons, on va tester. Puis ça a commencé comme ça. Mais ça m'a pris du temps. Puis c'est ça. Bon. Malade. Fait qu'au final, c'était pas un individu. Un moment donné, on fait comment? Ouais, là, fatigant. Ouais, il y a eu une masse critique à un moment donné. Bon, on va arranger ça. Consensuel, OK, on va s'asseoir, là. On est tannés, là, quand Ça on devient écrit un pour faire quelque enjeu. chose. Là. Un enjeu de rentabilité chez Post Canada. Ouais, Donc, c'est on ça. a tout tes... Incroyable. Très Fait nice. que ça ressemble pas mal à cette petite histoire courte-là. Très cool. Karine? Ben, nous, ça a parti d'une blague à la base. Parce que ma collègue Virginie, on travaillait les deux en entrepreneuriat, puis tout ça. Puis là, on parlait beaucoup de livres le midi, tout ça. On était des grandes passionnées de livres. Puis à un moment donné, elle m'a juste écrit un soir pour me dire « Ah, là, je suis allée à telle place. » Puis j'ai vraiment eu un service de merde. Fait que j'ai failli t'écrire pour savoir si on se partait pas de librairie. Puis là, j'ai juste répondu « Pourquoi tu l'as pas fait? Fait qu'après 3 semaines à pas dormir, ben... on s'est dit, ben peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Il y a sûrement quelque chose à travailler. Puis au fil des recherches, au début, on voulait une librairie ambulante. Puis là, OK, il y avait d'autres modèles, mais là, nous, l'idée de se promener, ça n'était pas nécessairement ça. Fait que là, après ça, OK, une généraliste, mais c'est quand même assez encadré, la vente de livres là, au Québec. Là, puis c'est des grosses machines, là. Donc, là, on s'est dit, ben OK, est-ce qu'on fait vraiment toutes les catégories? Il y a 7 catégories de livres. Ah ouais, vulgarisation scientifique, c'était pas vraiment notre tasse de thé. Fait qu'on dit, ben hey, le jeunesse, ça, c'est cool. Et c'est une grosse partie du marché. Fait qu'on a choisi de se concentrer sur une catégorie puis de dire, ben nous, on va travailler ça, puis on va essayer d'être bon dans ça. Fait que ça a parti comme ça. Puis, ben on a signé
un local commercial. Puis 2 jours après, ben, j'apprenais que j'étais enceinte aussi. Fait que c'est comme... Tu dis, genre des livres gratuits. Il y a personne... 2 bébés en même temps. Il y a personne qui était surpris de voir un bébé dans une librairie pour enfants. Là. Ça, il y a vraiment... Ça fitait, c'était notre mascotte. Ça faisait partie des lieux. Ça fait déjà presque 8 ans. Wow. C'est fou quand ça passe vite, hein? Je me souviens quand vous avez commencé. Oui, moi aussi, je me souviens parce qu'on a construit tous nos meubles, un par un. J'ai une question pour toi. Parce que, Karine, tu as eu un incendie dans ta librairie. Ouais. Y a-tu des choses que, quand tu as aménagé le nouveau local, que tu as fait différemment à cause que tu dis, bon, là, on repart à neuf, je dis, ça doit faire. Mais on avait appris des choses. Gros mots, ça doit pas être agréable de recommencer, mais y a-tu des choses que tu te dis, OK, tant qu'à le refaire, on va changer ça, puis des petites anecdotes dans ça? Bien, c'est sûr que quand la police a appelé chez nous à 4 h du matin, le 14 février, pour nous dire qu'il y avait le feu, c'était pas trippant. 4 ans plus tard, ça va. C'est une bonne chose qui nous est arrivée. Mais sur le coup, ben, on a décidé de prendre cette expérience-là. On avait 3 ans derrière la cravate. On sortait d'une période un peu traumatisante là, suite aussi au confinement de la pandémie. On était ouvert 6 jours après la fermeture obligatoire des commerces. Là. Ça a été, après ça, on a passé au feu. Fait que c'était... Ça a rouvert 6 jours après, vous passez au feu. Oui, exactement. Fait que quand les assureurs ils nous ont demandé notre inventaire, il était très à jour. On venait de le faire. 2-3 pelletés de cendre. Wow. On venait de tout le faire. On avait profité de la période de fermeture post-Noël pour faire ça. Fait que c'est sûr qu'on a appris beaucoup sur le bail commercial, sur les assurances. Cette fois-là, on n'a pas fait nos meubles nous-mêmes, par exemple. On les a fait faire. Puis de mieux gérer notre inventaire. Il y a des choses, ça nous a permis de repartir un inventaire à 0. Donc, tu sais, ça monte vite là, dans des tablettes de librairie, là, le chiffre d'affaires qu'il y a là-dedans. Mais le coût, plutôt. Mais oui. Donc, de repartir un inventaire plus consciencieux, de mieux réfléchir. Nos meubles, la première fois, on les a fait d'une façon, là, on a, peut-être, on va les faire moins profonds parce que finalement, des romans, c'est moins profond. Mais les albums, ça a besoin d'être plus large. Donc, on s'est servi de cette expérience-là. Mais tout un peu dans l'urgence, par exemple, parce que là, on ne voulait pas être fermé pendant... indéfiniment, là. Des mois et des mois, surtout qu'une grosse période pour nous, c'est vraiment le printemps, là, vu qu'on vend aux écoles, aux collectivités, tout ça. Et c'est la rentrée littéraire du printemps. Donc, on était dans l'urgence de OK, bien là, il faut que ça se passe. On a choisi de déménager parce qu'on avait une clause dans notre bail qui nous permettait de le briser, qui était non réparable dans un certain délai. Quand mon avocat m'a demandé qu'est-ce que tu veux dans ton nouveau bail, j'étais comme, moi, je veux ça. Copier-coller. Je vais toujours avoir cette clause-là dans mon bail. Parce que ça nous a permis de se tourner de bord, de trouver un local qui était un saut dans le vide, parce qu'on a quand même passé de 1800 pieds carrés à presque 4000. Fait que c'était comme de dire, OK, là, c'est... Mais on l'aurait pas fait, ce saut-là. Tandis que là, ça nous a comme forcé à le faire. On a déménagé. OK, on a trouvé plus grand, on l'a mieux adapté à nos besoins, rampe de chargement, entrepôt, tout pour réfléchir. Ce qu'on ne pouvait pas nécessairement se payer au début, mais qu'après quelques années, c'était... Finalement, c'est une bonne chose qui nous est arrivée. C'est comme la meilleure chose qui nous est arrivée. Mais j'aurais pas dit ça en 2021. Ben non. C'est souvent ça qui arrive. Quand ça arrive, c'est quand même... Ah non, mais on a appris beaucoup de choses. Là, Mais moi, j'ai une question par rapport au modèle d'affaires de librairie, parce que je connais absolument rien. Là. D'un, je me questionne en termes de vendre directement aux clients. Est-ce qu'il y a, tu vois, une augmentation en ce moment? Puis de 2, tu sais, là... Est-ce que les gens lisent encore des livres? Oui. Mais le besoin d'apprendre à lire demeure. Nous, on vend des livres aux enfants. Okay, c'est ça. Des enfants qui ont des livres à la maison. Quand ils commencent l'école, c'est le jour et la nuit là, entre ceux qui n'ont pas accès à des livres à la maison, tout ça. Donc, c'est sûr que ça a un impact. Nous, le livre électronique pour les enfants, c'est pas quelque chose de majeur non plus. Notre clientèle se divise en 2 grandes catégories, donc monsieur, madame, tout le monde,
et les institutions publiques. C'est ça. Donc, les bibliothèques municipales, les centres de services scolaires, les écoles, qui est quand même une bonne Il proportion est là, le modèle d'affaires. ouais, de notre chef d'affaires. Yeah, ok. Eux, j'imagine qu'ils ont Génial. des budgets, subventions X pour... Oui, et c'est réglementé. Ils doivent Ouais, c'est faire ça. leurs achats dans 3 librairies agréées de leur territoire. OK. Fait qu'ils peuvent pas aller acheter leurs livres au Walmart ou au Non, Costco. non. Ben non, Ils n'ont c'est ça. pas le droit de faire ça. Donc, c'est sûr que ça nous assure d'avoir une certaine clientèle tout le temps aussi. Les Ouais. enfants vont avoir besoin d'apprendre à lire encore et encore. Et c'est pas vrai qu'à l'école, les livres, ils les lisent sur des tablettes. Mhm. Donc, Puis est-ce qu'ils peuvent vous faire des demandes spéciales, par exemple? Je sais pas, tu sais, j'imagine ça va être quand même... tu sais, on parle d'école de la région, mais tu sais, si tu as ce contrat-là cette année, tu vas sûrement l'avoir l'année prochaine. Y a une fidélisation? Puis est-ce qu'ils peuvent te faire des demandes spéciales sur des sortes de livres, des choses comme ça? OK. mais beaucoup. Tu sais, nous, ce qu'on travaille fort, c'est le service. On veut être les meilleurs dans ce qu'on fait. On travaille pour ça. Le plus possible. Donc, tu sais, c'est difficile de s'y retrouver là, à tout le monde. Il sort à peu près 12 000 livres jeunesse par année ici. Fait que c'est impossible de suivre le beat. Là. Tu sais, quelqu'un qui dit « Ah, moi, je sais ce qui sort. » Non, nous-mêmes, on est dépassés par ça. Fait que c'est d'accompagner les enseignants, d'accompagner les parents sur OK. OK, ça telle thématique, ça parle de OK, pour le nouveau cours de CCQ qui est Culture et Citoyenneté. OK, bien là, on peut utiliser ce livre-là pour parler de ça, ce livre-là pour parler de OK. ça. Maintenant, dans les livres jeunesse, tous les sujets sont abordés. C'est plus juste des romans en feuilles de cartable de la courte échelle. Là. C'est beaucoup plus large que ça. Puis on peut aussi, nous, tout commander, que ce soit des livres pour enfants, des livres pédagogiques, des livres de n'importe quelle catégorie. On peut les commander, ce sont les mêmes fournisseurs. OK. Mais de ce que je comprends, c'est que tu fais comme du conseil aussi aux parents, C'est- aux institutions. C'est le service. c'est le gros de notre Ok. travail. Ah, mais ça tombe là. bien, on a écrit un livre. Oui, on l'a déjà eu, on l'a déjà eu. Non, mais c'est blague à part. Mais moi, ça me fascine parce que je connais absolument rien. Tu sais, Ouais. puis si je me questionne justement cette expertise-là, ces connaissances-là, à la base, est-ce que c'est une formation professionnelle? Ça s'étudie? Comment tu vas chercher tes fournisseurs? Comment est-ce que tu développes? Si c'est tellement niché ensuite de ça, tu conseilles à cette clientèle-là pour ce cours-là. Ben, tu sais, Parce que je trouve que c'est un univers comme il n'y a pas de immense. là. formation pour devenir libraire. Il y a la passion du livre, il faut que tu aimes ça, là, parce qu'on en lit beaucoup. On les lit pas toutes. Il y en a qui sont très surpris quand ils rentrent, qu'on n'ait pas lu certains livres. Insultant. C'est comme, ouais, non, on a reçu 400 cette semaine. On peut pas faire ça, là. Wow. Mais tu sais, en les voyant, on finit par les connaître, savoir que telle maison d'édition va faire des trucs dans ce genre-là. On a nos chouchous aussi, là, des choses qu'on est « Hey, ça, lis ça, c'est écœurant. » ça. On a envie de faire découvrir aux gens. Que, tu sais, c'est foisonnant maintenant, là, ce qui se passe en littérature, c'est le fun. Et pour nous, notre philosophie, c'est qu'un jeune qui aime pas lire, c'est un jeune qui n'a pas trouvé ce qu'il aime lire. Faut qu'il trouve le bon livre, le bon style, que ça soit dans n'importe quelle catégorie. Puis après ça, il va embarquer. Puis de la BD, c'est aussi de la lecture. Ben oui, vraiment. Puis du manga, c'est aussi de la lecture. Donc, Il y a un dicton, il me semble, qui dit de lire ce que t'aimes jusqu'à temps que t'aimes lire. oui, effectivement. c'est la première fois que je l'entends, mais Non, c'est je pense vraiment que ça sonne bien en ça. anglais, là, mais ouais. Learn what you love until you love. Qu'est-ce que ça read? Oui, mais C'est la pire traduction possible. Je mettrais un son là-dessus. Read what you love until you love to read. Voilà, prise 4, on l'a Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Il y a de tout maintenant. Donc, autant en profiter. Puis un enfant meilleur, il va être en lecture, meilleur après ça, il va être en mathématiques, en sciences, parce qu'il faut lire les problèmes pour les résoudre. Fait que après ça, c'est un passeport pour le reste de sa De la vie, vie, ouais, là, en général. Là, l'éducation, ça passe par là, la littératie. Fait que, Faites-vous un paquet comme voici les 5 livres pour outrepasser la dopamine instantanée, tu sais, pour les 12 ans, 16 ans. Manuel 1. Je sais pas, je niaise. Mais... Non, c'est le bac à recyclage, je dis tu peux déposer ton cellulaire Ouais, ici. exact. Non, mais c'est parce que moi, ça me confronte parce que moi, j'ai toujours considéré, quand j'étais enfant, j'étais capable de traverser un livre, tu sais, dans la même soirée. Puis éventuellement, je suis allé plus dans le milieu du sport, tu sais, puis dans la performance. Puis après ça, en grandissant, la lecture, c'était beaucoup plus relié à l'école, tu sais. Fait que c'était purement académique et moins de passion. Puis là, ben, la lecture, pour moi, c'est ici. Exact. Parce que je peux
faire autre chose, mais c'est juste que je me souviens le feeling de t'asseoir puis comme physiquement d'avoir le livre, tu sais. Il y avait de quoi de comme un autre niveau de présence. Un livre, là, sensoriellement, tu sais, c'est comme... Ben oui, c'est fou, là. Mais je l'ai plus, ça. Même si je peux avoir de l'intérêt pour le livre, je sais pas. Fait que je trouve ça, moi, ça me confronte, puis comme j'aimerais ça, tu sais, retrouver, parce que j'adorais ce feeling-là de comme, j'ai hâte d'être dans ma chambre pour traverser le livre, tu sais. Des fois, c'est qu'on va pas lire la même chose quand on est plus vieux que quand on est plus jeune. Fait que c'est de retrouver différents styles de lecture qui vont venir plus nous rejoindre, que ce soit parce que c'est pas nécessairement le roman, ça peut être la bande dessinée, ça peut être des livres éducatifs, ça peut être des livres de croissance personnelle, ça peut être peu importe quoi, qui va aujourd'hui venir plus te rejoindre dans ce que toi tu fais comme entreprise, dans quelle personne t'es, dans ce que t'aimes, là. À explorer. Mais c'est ça. Moi, j'ai commencé genre, à écouter des livres audio, je sais pas combien d'années. Il y a un dicton qui dit quand tu... Non, ouais, c'est ça. Comment tu le dis en anglais? once you read, you... you love? J'ai hâte de voir le blooper de ça. Ça va être bon. Ah, ça se dit mieux en anglais. Mais ouais, tu sais, depuis, genre, tu sais, je consomme beaucoup de livres, mais toujours audio, là, tu sais, j'ai vraiment... J'achète... En fait, je suis un bon client parce que j'achète souvent des livres papier. Mais je les mets dans ma bibliothèque. J'aime posséder le livre. J'aime l'idée de lire ce livre-là en papier. Puis après ça, je le rachète en ligne puis je l'écoute. C'est aussi de la lecture. Ça compte, j'ai quelque chose à dire. Ça compte. Mais cet exercice-là dont Juan parle, c'est juste le focus de... Exact. C'est d'être immergé dans le livre plutôt que de juste écouter au passage quelque chose. Je trouve que moi aussi, j'aime l'idée. Mais c'est difficile de get back. C'est comme si j'arrive pas à sous-stimuler, là. Pour pouvoir lire, je dois faire et lire en même temps. J'arrive pas à trouver la quiétude puis un mot à la fois. Fait que bref. C'est en 2025. On est habitué de faire beaucoup de choses à la fois, d'avoir quelque chose dans les oreilles, de voir quelque chose, d'être stimulé, de faire quelque chose avec nos mains en même temps. Fait que c'est sûr que lire, c'est confrontant parce que c'est dur de faire autre chose en lisant. Mm-hmm. Exact. Ça nous ramène comme à la base, on fait une chose à la fois. C'est une forme de méditation. Oui, c'est ça. Tu parlais des livres audio. Toi, est-ce qu'il y en a un ou un livre papier, peut-être, qui a eu un impact sur ton modèle d'affaires, sur la migration de ton modèle? Oui, bien, c'est sûr. Moi, j'ai toujours été attiré vers les livres d'entrepreneuriat et tout ça. Fait que depuis que je suis jeune, que les livres ont fait partie de ce cheminement-là pour moi. Mais un livre qui a vraiment tout viré de bord pour nous, il y a une couple d'années, c'est le livre Traction, qui est un tout petit livre. Ça se lit super bien, on en parlait justement la semaine passée. Puis, bref, c'est une méthodologie de gestion d'entreprise. Puis nous, quand j'ai lu ce livre-là, je sais que tout ce qu'il décrit là-dedans, c'est exactement les problèmes que je vis. Genre avec tellement de précision, puis toute mon anxiété, puis mes problèmes, puis les frustrations que j'avais, je sais que oui, parfait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis donc, eux, ils ont une approche, puis il y a des coachs, en fait, qui appliquent cette méthodologie-là. Puis donc, j'ai communiqué avec une couple de coachs, puis j'ai enclenché ce processus-là qui a duré 2 ans et demi, peut-être. Fait que ce petit livre-là a vraiment enclenché quelque chose qui, pour moi, s'appelle EOS, E-O-S en français. L'approche, dans le fond. Puis, peu importe ce que je ferais à partir d'aujourd'hui, c'est sûr que j'utiliserais... Je pense que c'est la chose dans l'entrepreneuriat. Puis je travaille dans le domaine des formations, puis ces trucs-là. Puis, je dis, c'est bien une formation qui a changé ma façon de voir la business, puis l'entrepreneuriat, puis toute la gestion d'organisation, c'est le livre Traction par Gino Wickman. Puis c'est vraiment tout petit, là, ça se lit en une soirée bien anxieux de pas savoir quoi faire de ta business. Puis oui, puis ça a été le point pivot, en fait, parce que nous, avant, on était une agence web comme plus traditionnelle. Fait qu'on faisait du brand, des sites web, de la gestion de pub. C'est très basic agence web. Puis ce qu'on disait à tous nos clients dans ce temps-là, c'est arrête d'essayer de faire n'importe quoi pour n'importe qui. En marketing, il faut que tu sois dans une niche, right? Puis on faisait tout le contraire de ça. On faisait n'importe quoi pour n'importe qui. On disait n'importe qui de
pas faire n'importe quoi. puis finalement, ben, en enclenchant ce processus-là, ça nous est comme revenu sur le nez tout le temps que c'est dans quoi est-ce qu'on peut être les meilleurs, dans quoi est-ce qu'on a envie de vraiment comme se démarquer. Puis, Mané, j'ai appelé mon coach Hugo, justement, de iOS. Puis, j'ai une idée, là, j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête, tout ça. Et c'était un projet qu'on a eu dans le domaine des formations en ligne. C'est les cours de dessin. C'est le premier projet dans ce cadre-là qu'on a fait. C'était au début de la pandémie, au tout début. Ça a complètement explosé. On était super excités. Puis là, je sais comme, tu sais, il y a ces projets-là qui auraient peut-être quelque chose à faire. Puis là, ben, au bout d'une demi-heure au téléphone, Hugo, il me dit, fait que là, il me dit, Olivier, tu me dis, ces projets-là de formation en ligne, c'est comme, tu sais, c'est plus payant que les autres affaires que vous faites. Je suis comme, ouais, quand même. Il dit, vous aimez plus ça que les autres affaires que vous faites? Je fais, ouais. Puis il n'y a personne d'autre qui fait ça. Je dis, ouais, ça ressemble à ça. Il dit, là, tu me demandes si vous devriez faire ça, mettons. Je suis comme, ouais, on devrait-tu? Fait que, puis là, de ce coup de téléphone-là, j'ai parlé avec mon partenaire, on a rencontré l'équipe. Puis en l'espace de ça a pris 1 an, pratiquement jour pour jour. En 1 an, on avait un nouveau brand, un nouveau site, un nouveau modèle d'affaires. On avait vendu nos clients. Fait qu'on avait plus de 200 clients dans l'agence initiale. On faisait plein de petites affaires. Là, c'était pas des gros dossiers, pas des gros comptes, mais c'était plein de distractions. Puis je repense aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 4 à 5 projets en même temps. Puis je repense à ça, puis je suis comme, comment qu'on faisait juste pour dealer les courriels, les appels, les urgences. Quand tu as 200 clients, il suffit qu'il y ait une urgence chaque par année, puis tu as une urgence à tous les jours de ta vie à gérer. Là, c'est comme toujours. Fait que bref, je pourrais en parler longtemps, mais ça a été le gros switch qu'on a fait, c'est de se concentrer probablement auprès des coachs, des formateurs, des enseignants qui font de la formation en ligne. Donc, on s'est exclusivement centré sur ces gens-là, puis tous les garages, les manufacturiers, toutes ces places-là qui ont fait des projets, on les a référés à des partenaires puis à d'autres sous-traitants. Puis l'autre innovation, ben, c'était au niveau de notre modèle d'affaires, parce que là, au lieu de vendre des heures comme on avait l'habitude de faire, puis en marketing, on est bon pour ça quand même. On peint des grands rêves, puis on met un gros forfait en dessous de ça, puis advienne que pourra. Mais là, on a vraiment notre tête sur la bûche, parce que les projets qu'on fait depuis les 3 dernières années, c'est exclusivement à commission sur les résultats qu'on amène. Donc, c'est nous qui payons la pub, c'est nous qui frontons le travail. Puis quand ça ne marche pas, ben, on n'est juste pas payé pour ça. Puis quand ça marche, ben, là, on est payé à l'ampleur des résultats qu'on génère. Fait que c'est super excitant quand ça marche. Mais c'est rare qu'on voit ça en marketing. Là. Exact. En fait, on ne voit jamais ça. Je pense pas qu'il y en ait d'autres, à ma connaissance. C'est sûr que vu que c'est exclusivement des clients en ligne, si mettons une agence qui travaille avec une librairie, c'est plus difficile parce que tu ne peux pas mesurer parfaitement les ventes qui sont générées. Tu peux tracker bien ce qui est en ligne, mais en boutique, c'est plus difficile. Ouais. Fait que un modèle à pourcentage comme ça ferait moyennement de sens. Mais nous, c'est 100% en ligne. Fait que on se plug sur le compte Stripe, puis je veux dire, on sait c'est quoi toutes les ventes qui sont arrivées. C'est quoi vos services à faire, juste pour être certaine de... Tu sais, mettons un contrat conventionnel. Oui, nous, c'est tout l'aspect... C'est assez vaste, mais c'est tout l'aspect mise en marché. Fait que, prends pour acquis que, exemple, tu fais des cours de dessin. Nous, on ne s'occupe pas de donner les cours puis servir les gens une fois qu'ils ont acheté. Mais toute la mise en marché, donc attirer les nouveaux clients essentiellement. Les pubs, les tunnels de vente, les pages de vente, le pricing, toute la tech derrière ça, les landing pages, les séquences courriels, le recyclage. Fait que tout ce qui est marketing, dans le fond, nous, on dit la façon facile, c'est ce qui se passe avant la vente, c'est dans notre cours. Ce qui se passe après la vente, c'est dans la tienne. Puis votre modèle, c'est justement que vous assumez les frais de toute mise en marché, puis après, vous vous croisez le doigt pour que la mise en marché fonctionne. Exact. Puis on fait un partage de profit, si profit il y a. Fait que c'est là que le petit anxiété de performance en bas. Mais généralement, quand on a des projets qui vont bien, ça va super bien. Ouais. L'enjeu, c'est que c'est difficile de deviner. Tu sais, des fois, il y a des trucs que je fais quand c'est sûr que ça va marcher. Puis tu t'en rends compte juste 3 mois plus tard que ça va pas se faire. Puis, mais je pense que les modèles les plus risqués, ils peuvent devenir les plus payants aussi. Je sais pas si... Parce que nous aussi, on a travaillé longtemps sur notre modèle. Puis nous, il y a un côté risqué que le sac ne revienne pas. Parce que nous, notre gagne-pain se fait sur la réutilisation. Puis c'est quoi votre taux, mettons, de toutes tes KPI pour... Oui, on a des taux. On a essayé beaucoup de niches, justement. Là.
nous, au début, on a débuté avec des petites entreprises en e-com. On s'est fait la main parce qu'on avait signé avec Post Canada et on n'avait aucune idée si le sac allait revenir. Et même Post Canada ne le savait pas. Fait que, on a basé notre modèle, en fait, sur quelque chose qui était un petit peu... On savait pas. Ouais, la seule façon de le savoir, c'est de l'essayer. Fait qu'on avait commencé avec des petits e-commerçants, on a commencé avec Cool Club, on a commencé vraiment de façon régionale. Là, on a vu que ça adhérait bien, que les gens retournaient leur sac. Puis là, après, c'est différent de travailler avec des entreprises qui font, je sais pas, 300 commandes par mois versus... Il y en a qui en font 10 000, qui en font 100 000 par mois. Ouais. Fait que c'est pas la même game, là. Puis c'est jamais, on dirait, le même comportement du consommateur. Fait qu'il faut toujours essayer avant. Mais tu sais, là, on commence quand même à plus le savoir comme tout ce qui est plein air. Tu sais, comme là, on travaille avec Empire, qui est une bonne bannière en ce moment. Woman, ça fonctionne super bien. Mais quand tu arrives avec des compagnies d'influenceurs, que c'est peut-être un peu moins notre créneau, fait qu'on commence à plus connaître aussi qu'est-ce qui fonctionne bien. Tu sais, nous, le but, c'est aussi, c'est jamais arrivé, mais le but, c'est que le sac revienne. C'est un objectif environnemental. Fait que, si, mettons, on se rendait compte dans nos objectifs que le sac, il revient pas, puis que le taux de retour est à 50, ça ne sert pas à rien qu'on ait ce client-là. Autant pour eux, d'un point de vue environnemental, que pour nous, notre modèle d'affaires, c'est de revendre le sac à chaque fois. Exact. Fait que, il y a ce risque-là aussi, des fois, on en a eu des pertes, là, des sacs. Pendant la grève de Post Canada, justement, on en a eu aussi. Là, fait que, mais c'est le risque à prendre. Puis justement, nous, on n'a pas de frais d'adhésion, on n'a rien. Fait que faut que l'entreprise elle le laisse pour voir si ça fonctionne, puis de notre côté aussi. Là. C'est sûr. Mais ça, je pense que c'est la beauté des nouveaux modèles d'affaires. Là. C'est qu'il y a tellement de choses que tu sais pas que t'es nécessairement, il va se faire des erreurs, puis tu vas te casser la gueule. Puis après ça, c'est de voir qui est bon. Ben nous, c'était de se positionner sur genre... parce que déjà, on le sait tout, là, surtout dans les grandes entreprises, le but, c'est de faire de l'argent. Fait que, si on arrive, moi, au début, je présentais PickPack d'un point de vue environnemental. Parce que moi, c'est ce qui m'a motivé à partir de PickPack. Mais je me suis rapidement rendu compte que c'était pas un bon la motivation pitch. Je finissais la rencontre, puis je sentais qu'il manquait quelque chose. Qui était comme, ouais, mais je comprends l'environnement parce que c'est facile. Là, vous comprenez le modèle que ça réutilise, puis t'évites de fabriquer un sac à usage unique. Mais là, il était comme, OK. Fait que là, c'était d'apporter le côté financier que moi, j'avais de la misère à le faire, que je peux dire qu'aujourd'hui, là, je te dirais que ça fait peut-être ça fait 3 ans qu'on est en train de faire, puis je te dirais que ça fait peut-être depuis les 10 derniers mois que je me sens à l'aise dans mon pitch, puis que, aussi point de vue valeur, puis que je pense qu'on finit la rencontre, puis c'est clair. C'est quoi le gain? Mais j'ai eu de la misère à faire la part de... Ouais, c'est ça, c'est quand même, puis je pense même encore aujourd'hui, il y a des petits... on s'adapte encore. Il y a des entreprises qui veulent commencer, ils voient que ça fonctionne, fait que là, ils veulent brander les sacs. OK, mais c'est quoi mon coûtant? Puis là, fait qu'il y a cet aspect-là. Puis nous, on réutilise, je sais pas, on a 10 000 sacs qui reviennent à l'entrepôt. Mais en ce moment, vu qu'ils sont pas brandés, on les partage entre partenaires. Fait que le sac de Women's, le mois prochain, il peut être chez Empire. Mais là, le jour qu'il est brandé, on fait quoi? Fait que c'est des choses comme ça qu'on est en constante adaptation au milieu aussi avec lequel on travaille. Là. Mais je pense que un modèle d'affaires qui est bon, il doit toujours être révisé. Puis, t'as déjà des velcro pour le custom. Pourquoi tu fais pas un velcro par-dessus puis juste le brand? Qu'est-ce que tu veux dire? Que ce soit custom, mais custom... Ouais, on essaie un entre-deux. Là. Ouais, un entre-deux, tu sais, un hybride. Là. C'est parce que c'est ça, tu maîtrises déjà le velcro. Ça reste dans l'esthétique du sac. Ensuite de ça, tu maîtrises déjà l'impression. Au final, c'est de l'entreprise, ça va être brandé, c'est un peu plus de velcro avec une petite partie de ton sac imprimé. En plus, tu ne jettes pas tes sacs si ton client change de client. Mais on travaille quand même avec des entreprises, sans les nommer, mais des entreprises que là, on tombe un petit peu plus dans le haut de gamme. Puis, on est dans un aspect réutilisable, mais c'est un peu comme quand on va en friperie. On est un peu niaiseux, mais on veut pas qu'il y ait un trou dans le chandail. Mais là, c'est un peu ça. Ils veulent un sac qui est réutilisé, mais qui paraît pas réutilisé. Qui a de l'air neuf. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même pas évident. Puis, nous, dans notre modèle, bien beau que c'est le fun qu'on réutilise le sac, puis que, nous, l'objectif, c'est de revendre le même sac une 50aine de fois. Mais il y a de la gestion d'entrepôt à faire. Nous, la logistique inverse, c'est nous qui l'assumons. Donc, il faut payer des gens qui nettoient les sacs. Puis, qui sait aujourd'hui que les gens d'entrepôt, c'est pas
ça court pas les rues, là, tu sais, le monde qui veut faire ce genre de job-là. C'est pas le genre de job qu'on peut automatiser non plus. Il y a beaucoup de manutention. Bientôt, oui, parce qu'avec les hype, plus personne va avoir de job. Ouais, donc on va peut-être pouvoir... Tout le monde va être entrepôt. Ça va être facile de trouver des jobs d'entreprise. Facile. Ça fait beaucoup de manutention aussi. Ouais, là. ouais. C'est fou. Les manipuler, ces sacs-là, pour les revendre, pour qu'ils soient en bon état aussi. Ouais. Là. Mais là, on a commencé là, à comme plus disait. C'est sûr qu'on a beaucoup de compagnies dans le vêtement. Fait que c'est sûr que le mélange de vêtements à vêtements, il n'y a pas nécessairement de. Mais là, on a lancé un nouveau produit qui est des boîtes réutilisables dans le même aspect. La boîte est pliable et elle se retourne. Mais là, on vise l'industrie du cannabis. Mais là, on ne va pas pouvoir livrer des cosmétiques dans la même boîte qu'il y a eu du cannabis. Ben non. Fait qu'il y a aussi ces côtés-là. Puis les transporteurs, ben là, est-ce que tout est livré? Les compagnies, est-ce qu'ils livrent juste avec Post Canada ou c'est juste qu'ils Non. nous les retournent? Ils nous les retournent juste avec Nous, on en a des livreurs là, qui viennent, là, puis on voit l'état dans lequel les Oui, colis oui, arrivent. oui. Là, ça doit être c'est un enjeu aussi que le produit reste dans un bon état. Là. Oui, c'est sûr. Pour Des ça fois, que on dirait qu'il vêtement, lance surtout. dans le camion. Là. C'est pour ça que c'est le vêtement. Le vêtement, si c'est dans un sac. C'est mou, c'est facile. Ouais, Mais il faut pas que l'emballage soit magané par cette manutention moyennement délicate de certains Les autres, c'est livreurs. solide, là. C'est solide, vous autres, là. C'est pas, Ouais, nous, on va pas... plus remarquer la fin de la vie du sac et plus marquée par quelqu'un qui va conserver le sac à la maison pour faire. Genre, tu sais, moi, j'allais à l'université de Sherbrooke, j'en ai vu là, des jeunes qui avaient le sac puis à rapporter leurs livres à l'école. Mais j'étais genre, parfait. Tu sais, au moins, ils vont Au moins, réutiliser, c'est ça ça sert, le but. ouais, exact. Mais c'est très rare qu'on va voir un sac qui est déchiré ou quoi que ce soit à l'entrepôt. C'est sûr que là, pendant l'hiver, on a peut-être un peu plus de manutention à faire. Des fois, c'est de l'adaptation avec la compagnie avec laquelle on fait affaire. Ben là, on remarque que leur colle d'étiquette est à l'adhère, à l'aise des résidus de colle. Fait que là, faut s'adapter avec eux. Mais sinon, tu sais, c'est vraiment plus le côté hygiène et tout qu'on doit manager. Mais c'est pas si pire. Pendant la pandémie, on en entendait beaucoup parler. Là. Les gens se demandaient comment on nettoyait les sacs et tout. Mais là, vêtement à vêtement, c'est quand même pas si mal. Ouais. Une idée qui me vient là, pour, mettons, le haut de gamme. Là. Ouais. Juste de faire des sacs noirs, là, mettons un all black. Là. Oui, c'est justement ça, le modèle qu'on vient de regarder. Parce qu'on s'amusait avec notre graphiste de personnaliser les sacs. Puis c'est comme ça qu'on accroche aussi nos cibles. On leur envoie un sac avec leur brand. Puis ça paraît aussi qu'on a pris le temps. Puis là, on s'est rendu compte, comme, toutes les marques, finalement, le sac est noir et blanc. Là, tout all black, là, c'est sûr que c'est juste ça look. Ouais, c'est ça. Premium. Ça look premium. Ouais. Fait que, c'est quelque chose qu'on regarde tranquillement pour faire. Mais, tu sais, juste ça, c'est ça. C'est un... Là, on manage avec nos coûts, on check, OK, ben, tu sais, si le sac revient après 10 fois puis il est en fin de vie, ben là, tu sais, il faut gérer aussi que le client au bout va avoir payé un frais de personnalisation. Fait que, tu sais, c'est toujours de partager le risque entre nous et l'entreprise. Puis ça, on l'a longtemps vécu, on savait pas. On voulait monter un modèle d'affaires qui est pas risqué pour l'entreprise. C'est nous qui voulons prendre le risque de si le sac revient ou revient pas. Fait que là, on l'a réussi, mais ça a été longtemps à réfléchir parce qu'on voulait pas mettre ça. Déjà que c'est difficile d'entrer dans une entreprise avec un produit environnemental et s'il faut que ce soit l'entreprise qui prenne le risque si le sac revient, ça marche pas. Fait qu'on a longtemps réfléchi à un modèle qui était win-win pour les deux. Puis, dans ce cas-là, c'est nous qui faisons l'effort communicationnel pour que le sac revienne. On peut pas ajouter ça en plus à l'entreprise, de dire il va falloir que tu fasses des sacs. Ça marchera pas. Mais c'était de réfléchir. Non, c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'était d'avoir une intégration super simple. Puis, ça fait pas longtemps. Je suis vraiment pas gênée de le dire. Ça fait pas longtemps qu'on a le bon discours puis qu'on a la bonne approche. Tu sais, des fois, c'est juste de trouver. Je sais pas si vous avez eu ça, mais. Moi, j'étais sur LinkedIn beaucoup, puis là, j'essayais de parler avec les gens de la logistique dans les entrepôts, genre dans les gros centres de distribution. Ouais. Puis là, je les approchais, puis tout. Hein? Puis là, je me faisais revirer de bord. Puis là, j'ai parlé avec notre comité, puis il était comme, ben, pourquoi tu parles avec les gens de la logistique? Ben, j'étais comme, ben, c'est eux qui vont manutentionner les sacs, puis c'est eux qui connaissent qu'est-ce qui va rentrer dans le sac ou pas. Mais t'es comme, eux, ils en ont rien à faire. Là. Tu sais, genre, eux, là, ils aiment bien mieux préparer leur commande avec un simple sac, ils se posent pas de questions. Fait que, tu sais, là, on s'est rendu compte que c'est vrai. Au final, dans les grandes bannières, on se retrouve rapidement avec l'équipe marketing parce qu'ils envoient un outil promotionnel intéressant. Fait que c'est à eux qu'il faut que je parle, puis après, c'est eux qui vont convaincre la personne à la logistique. Parce que les gens à la logistique, nous, ça fait à peine 3 ans qu'il y a un de nos fournisseurs qui nous envoie plus des demi-boîtes wrappées dans du plastique non réutilisable. Là. Ouais. Parce que le gars de l'entrepôt, ben, il aimait sa machine qui wrappait les boîtes en du plastique. Mais c'est là, ça, fallait changer c'est ça la quand machine. même. Là, c'est quand même très conventionnel dans les centres là, de distribution. Puis j'étais comme, hey, j'en ai visité combien de centres de distribution? Puis
là, on me dit ça, puis là, je suis comme, ah ouais, ça fait du sens. Mais des fois, t'es comme trop dedans, puis genre, tu vois plus clair. Puis là, ça va vraiment mieux. J'ai un meilleur discours, puis j'interpelle les bonnes personnes, mais ça, c'est difficile, je trouve. C'est nice. Parce que là, j'imagine qu'au final, la niche, c'est que Pickpack devienne quasiment comme un argument de vente pour la personne qui prend ton sac. Exactement, ouais, c'est ça. Fait que toi, tu vas cibler C'est ça. les brands qui vont parlent à ces look gens-là. responsables. Ouais, puis tu sais, nous, ouais. au début, c'est ça, comme je dis, on l'a fait vraiment d'un point de vue environnemental, mais on se rend compte que c'est un excellent outil marketing. C'est genre, moi, je voulais vraiment avoir un aspect communautaire, puis on l'a, genre, vraiment plus que je pensais. Tiens, on a un code QR sur le sac, les gens les scannent, ils prennent le temps de nous écrire que c'est une vraiment bonne idée, ou genre, ils ont un problème parce qu'on a un aspect consigne, fait que si tu rapportes ton sac, on te rembourse une partie ou tu as un rabais sur ta prochaine commande. Si, mettons, il y a un bug ou de quoi, ils veulent leur code promo, puis là, genre, tu sais, les gens, tu sais, moi, la première, j'aurais fait « Ah, le code promo, il marche pas, tout bad. » Tu sais, genre, les gens adhèrent même plus qu'on pensait. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, on en fait justement un outil marketing. Souvent, il y a plus de budget que dans le budget environnemental, par exemple. Fait que quand on est capable de se mettre dans le département marketing, c'est quasiment sûr qu'on va de l'avant. Ouais, c'est ça. C'est une grosse machine, là. C'est le système, là. Ouais, c'est ça. ton cheval de Troie. Ouais, puis on a des preuves, tu sais, genre, il y a des gens qui se filment en train de recevoir leur commande parce qu'on est beaucoup dans l'air là, d'expérience post-achat, comment rejoindre le consommateur une fois qu'il a reçu sa commande, puis il permet de recommander. Fait que, tu sais, si on le voit, les gens sont comme, du wow. unboxing Pickpack. Ouais, mais c'est cool. Tu sais, c'est ce qu'on pensait pas avoir. Ben oui. Puis, Du unpacking. Unpickpacking. Unpickpacking. Les gens, tu sais, on le voit comme encore aujourd'hui, je voyais une consommatrice, elle a pris 5 fois l'option Pickpack dans 5 shops différents. Genre dans les, je sais pas, 10 Ça devient mois. une option de shipping, dans le fond. Ouais, ça devient une option de Ok, shipping. ok. Fait que genre, la personne qui a adhéré chez Empire, ben, elle va sûrement adhérer chez Women's Exactement. ou genre, tu sais, puis La on... fidélisation doit être immense. Ouais, puis on travaille souvent avec des compagnies semblables, tu sais, ou comme là, on a Empire. Mais là, on a un de ses compétiteurs en ce moment qui est intéressé. Fait que, tu sais, ça va comme ça aussi. C'est vraiment un domaine qui se suit. Fait que souvent, on va avoir un Ça appelle consommateur comme qui... ça, ils vont marquer. C'est Empire, on commençait à... Ils sont cool. OK, ouais. Malade. C'est drôle. C'est cool, justement, la synergie quasiment que ça crée entre les différentes Ouais. boutiques, mettons. Là. Ouais. Je serais curieux, Juan, parce qu'avec le cool, tu as différents volets, dans le fond, tu as différentes divisions, si on veut. Mhm. Comment est-ce que tout ça, ça travaille ensemble, dans le fond? Les différents secteurs. Ouais, exact. Ben, grâce au iOS que tu me présentes, je suis en train de... Non, mais faut savoir que ça fait 8 mois que, mettons, mon ancien partenaire, il a quitté l'entreprise. Mhm. Fait que les 8 derniers mois, ça a été de comment est-ce qu'on réinnove l'entreprise pour créer des structures qui n'ont jamais été présentes. Puis comment est-ce que là, on est en phase de croissance. C'est comme si on était 5 business en une. Comment est-ce que on développe des structures pour que les opérations ne reposent pas juste sur moi puis qu'on puisse développer des postes excessivement complexes. T'sais. Vraiment, vraiment complexes. Fait qu'au final, spécifiquement ta question de comment ça ne travaille plus en silo, c'est pas encore le cas. C'est comme par exemple Laurent qui nous accompagne aujourd'hui. mais si, mettons, parce que dans ma tête, exemple, le podcasting, parce que vous avez la salle de spectacle, est-ce que le fait de recevoir des artistes, ça amène, mettons, de la job pour le studio, qui amène, mettons, est-ce qu'il y a comme une synergie entre les différents Ça, c'est plus les partenariats comme indépendants ou plus les collabs, cool, X, peu importe. C'est là que ça devient vraiment nice de pouvoir bénéficier de toutes les ressources créatives parce qu'en ce moment, on est plus comme un hub créatif. Mm-hmm. Fait qu'aussitôt qu'on travaille avec un artiste ou avec un grand projet, ben là, c'est cool parce qu'on fait des capsules. Ensuite de ça, ben, on va faire ta collection en ligne, on fait un shooting. Tu veux faire de l'impression événementielle, ben, on va être là. Fait que là, tout devient le cerveau créatif. Exactement. C'est comme une production 360, autant de production, de clips que de matériel. Des articles et tout, là. Fait que, mais concrètement, je suis encore dedans, là, dans tout ce mouvement-là. Là. Puis c'est quoi votre secteur qui fonctionne le plus? Ou qui... C'est le vêtement. C'est le vêtement? Ouais. Puis pas le vêtement, mettons, notre marque, parce que ça, initialement, notre activité principale, c'est justement de faire de la promotion. Ouais. Fait que promotion de la marque, de ce qu'on véhiculait, du message. Puis justement, là, on avait beaucoup cet effet-là de communauté.
Ouais, c'est vrai, toi aussi, tu l'as eu beaucoup, full. là, ouais. Full. Puis c'est encore vraiment ça le noyau. Là. Ça reste que la mission centrale, ça reste de promouvoir la connaissance de soi et les saines habitudes de vie. Sauf que la mission maintenant, elle est beaucoup plus axée dans l'éducation avec la jeunesse. Fait que c'est les conférences dans les écoles secondaires, puis c'est le journal introspectif. Mais la mission maintenant, elle est rendue vraiment canalisée là. Et aussi dans la partie culturelle aussi. Parce qu'un artiste, s'il est rendu artiste parce qu'il a fait son processus d'apprendre à se connaître. Fait que pour nous aussi, c'est cohérent d'utiliser les ressources qui viennent du capital, du vêtement, pour le transformer en impact éducatif et culturel. T'sais. Parce que c'est deux aspects qui sont assez importants d'être soutenus aussi en ce moment-là, dans le moderne. Fait que, ouais. Je sais plus c'était quoi ta question. Je me suis un peu perdu dans... Non, mais t'as répondu. T'as répondu. Okay. Je choisissais une scène sur le journal créatif. Ouais. Tu m'as raconté comment vous êtes rentrés dans les écoles. Puis moi, dans la tête, ça aurait été comme tellement inaccessible de dire, on va rentrer dans les écoles avec ça. Je trouve ça... Je sais pas en fait comment vous avez réussi à make it happen. Le journal, c'est le bébé précieux. Là. Une des difficultés que j'avais au début de Cool, c'est que notre mission, quand je fais juste le statement de la mission, ça rentre comme quasiment dans du développement personnel. C'est quelque chose que moi, je tenais vraiment à m'éloigner de... C'est pas du coaching, c'est pas du nuage. Là. Nous, on est des kinésiologues de formation, fait que ça reste qu'avec une intervention populationnelle. Puis ce qui est arrivé, c'est que pendant la pandémie, une ancienne prof à l'Uni, j'avais déjà parlé des projets, parce qu'on était à capoter aussi sur notre manière de voir l'entrepreneuriat puis partir des projets. Puis elle nous avait enseigné intervention populationnelle. Puis c'est grâce à elle que pendant la pandémie, ce qui est arrivé, souvent dans ton projet de fin de bac en kinésiologie, ben tu faisais un projet pour Cercovie ou les personnes âgées surtout. T'sais. Fait que tu devais te déplacer dans les milieux pour les accompagner à établir un plan. Mais là, pandémie, il n'y a juste plus de contact avec personne. T'sais. Fait que moi, ça a été une porte ouverte de venir pitcher devant les finissants comme elle, qui veut embarquer dans la rédaction d'un journal introspectif. Fait que moi, j'étais le directeur en rédaction. Après mes 3 années de pratique en kinésiologie, ben il y avait de quoi que je considérais vraiment essentiel de créer. Un outil qui est valide, qui est impersonnel, qui n'est pas dans l'autopromotion de genre, moi, je vais avoir ta recette pour que tu deviennes ta, mais c'est comme... On voulait quelque chose de scientifique. Fait que le fait qu'il y ait un aspect comme collectif de 25 étudiants qui font la recherche dans les données probantes, puis il y a 3 chapitres, cultiver la paix dans la tête, l'amour dans le cœur, la santé dans le corps, ben, ça crée vraiment comme une synergie qui représentait ce que je sentais que Cool voulait être. T'sais. Parce que j'ai comme l'impression que je suis au service de l'entreprise. Là. J'ai l'impression que je travaille pour Cool. T'sais. Ensuite de ça, j'honore aussi mon rôle, puis je suis content du rôle que j'ai, mais pour moi, c'est comme s'il y a une hiérarchie qui nous accompagne tous à travers tout ça. Fait que le livre, ça a été comme ça. On a eu l'opportunité de faire la rédaction. On l'a fait dans une session universitaire. Puis ensuite de ça, ça a été à peu près 6 mois avec 2 filles, 2 graphistes à Gatineau. Puis ensuite de ça, il a fallu un courriel. Le rendu était tellement clé en main que ça a été un courriel aux éditions de l'Homme. Puis une semaine plus tard, on parlait avec eux. Puis c'était trop clé en main pour qu'ils passent à côté. Là. Fait qu'ils ont fait la publication. Puis maintenant, ben, quand on a notre besoin, ben, on les appelle, on les achète, puis on peut les distribuer dans les écoles. C'est le même c'est ça que dans les écoles, ils fournissent à chacun des élèves sur le territoire. Là, on s'entend pas, mais c'est notre première année. Là, c'est une immense collaboration qu'on a avec la Fondation de centre hospitalier. Là. Et dans le fond, leur mandat, c'est aussi d'investir dans des activités de prévention en santé mentale. Puis dans l'aspect jeunesse, ben nous, on est un peu un partenaire. On est des promoteurs autant du défi Embarque, qui est comme leur gros événement de santé mentale. Puis ben c'est ça, nous, on proposait, on était déjà dans les écoles, on a déjà fait à peu près, on a déjà vu un peu 5000 jeunes partout au Québec là, dans les 3 dernières années. Là. Fait que oui, c'est fou. Ils ont décidé d'offrir un journal par finissant qu'on voyait en conférence. Fait que cette année, il y a une couple de livres qui circulent, puis ça me touche beaucoup, là. C'est fou, là. Que ça fasse partie comme du parcours, là. Ben oui, c'est malade, là. C'est inestimable, là. Je sais pas, dans 2 ans, on va recroiser les jeunes, puis ceux qui
qui ait vraiment pris le temps de se poser des questions parce que c'est un outil qui est impersonnel. Là. Ça se peut que toi, ce soit le chapitre corps. Ah oui, c'est vrai, je peux bouger de cette manière-là. Puis ça change complètement ta dynamique face à ta santé. T'sais. Ça se peut que ce soit dans 4 ans qu'on le voit. Là. Parce que moi, ça me fait... ça me dégaine. Mais oui, exact. Là, allez-vous le faire en livre audio pour que je puisse le lire? Ou, On pourrait. Tout est là. Ça, je l'ai acheté, mais il est très sombre. Ouais, on pourrait. C'est peut-être par là que tu vas recommencer d'avoir le plaisir de C'est tenir ça, le livre puis de peut-être. t'asseoir. Des fois, j'écoute un livre audio en tenant un livre dans mes mains. Non, c'est vrai. Le Pour avoir le L'assistance. vibe. Ouais, exact. Le feeling. Comme dans le bon vieux temps. C'est bon. Mais ça me fait penser un peu à ce que je disais pour Pickpack tantôt, c'est de créer quelque chose puis que tu vois la finalité puis l'impact que ça a. Mhm. C'est ça, moi, l'aspect motivationnel, puis c'est ça qui me dit... 100%. Genre, c'est ça qui me permet de me lever à chaque jour puis d'être 100%. motivé, outre que l'apprentissage que je fais à chaque jour, vraiment quotidiennement. Pour vrai, il n'y a pas une journée que j'apprends, que ce soit un petit détail, là, mais n'importe quoi, j'apprends tellement de choses. Mais c'est aussi ça, c'est l'aspect, genre, tu vois, là, que ton produit... C'est plus grand que toi. Produit là. ou service, peu Ouais. importe, mais qui ça a un impact que les gens ils sont capables de reconnaître la valeur de ce que tu fais. Full. Je trouve pas que c'est dans tout qu'on peut avoir ça, puis c'est comme un peu la magie de l'entrepreneuriat, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, c'est rapidement passer aux oubliettes quand tu commences justement à faire des revenus, puis c'est l'aspect revenu, l'aspect rentabilité. Moi, c'est un peu le côté que j'essaie de garder constamment dans mes décisions, de dire, hey, regarde, c'est ça qui va me motiver à... Puis je pense que c'est ça aussi qui m'a pris autant de temps à retravailler mon discours, mon pitch. Parce que moi, de mon côté, je voyais juste l'aspect environnemental, mais au final, j'étais comme, il faut que je m'adapte à la personne que je parle. C'est pas tout le monde qui a ça. Mais bref, ça me faisait penser à ce que tu disais. Ben oui, mais tantôt, quand tu parlais aussi, là, c'était exactement ça. Là, c'est encore autant présent, peut-être pour toi aussi, là, l'aspect viscéral. Là, Ouais, c'est ça. pourquoi je le fais, là, ça Ouais. fait partie de qui je suis, puis Ouais. identitairement. Je pense puis vraiment aussi- pas que je serais heureuse à faire, je sais pas, à faire autre chose dans l'entrepreneuriat. Genre, je ferais n'importe quoi d'autre, puis ça serait pas ça, justement. Exact. Là. Ouais. Ça pourrait être quelque chose de bien plus payant ou peu importe. Ouais, c'est Mais- l'entrepreneuriat pour toi, c'est pas vraiment la fin, c'est le moyen. Non, de... c'est ça, exactement. Du pourquoi, tu sais. là. Puis je pense que c'est ce qui fait des bons entrepreneurs aussi, quand t'as pas juste l'aspect, hey, je vais faire de l'argent, puis. Non, moi, c'est juste l'argent. Ça, c'est ça. Je sais, j'ai vu te parler de formation tantôt que j'ai vu ça. Non, il doit y avoir des façons plus faciles et rapides de Ben faire oui, l'argent c'est sûr que que- oui, là, surtout aujourd'hui avec tout ce qu'on voit. Il y en a. Mais puis c'est, qu'est-ce je que- sais pas pour vous autres, je suis curieux, mais le process de. Moi, on est dans le domaine des formations, de l'apprentissage, ça a toujours été pour moi quelque chose de super, super important. Mais l'entrepreneuriat, c'est comme la façon la plus efficace que j'ai trouvé d'être toujours challengé puis d'être toujours en apprentissage. Puis un nouveau modèle d'affaires, ça, c'est la meilleure façon d'être sûr que tu vas avoir c'est ça, d'être toujours confronté à du nouveau, puis tu peux jamais rien prendre pour acquis. Là. Jamais. Ben, Puis d'avoir une c'est- entreprise, c'est un Ouais. peu ça, là. Ça change tout le temps, ça C'est différent bouge. aspect, là, c'est Les vraiment- gens qui aiment ça, la routine, d'habitude, ne sont pas propriétaires d'entreprise. C'est ça, hein. là. S'il y a une chose que tu sais, c'est que ça ira pas comme c'est supposé. Fait que, rendu là, ben, Exact. Tellement. c'est la seule certitude que tu as. Fait que rendu là, tu combines avec ça. Tu essaies de contrôler le plus de variables possible autour pour que quand à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marchera pas, ben, tu vas avoir du temps, l'énergie, les ressources pour répondre À la situation. à la situation. là. Puis c'est très diversifié, là, tu sais, comme... là, en ce moment, on fait venir une nouvelle commande. C'est l'import, export, puis d'avoir des compétences au niveau des douanes. Puis j'aurais eu si j'avais eu une job, peu importe, en agence, où j'aurais été comme dans le même bureau à chaque fois à faire un peu les mêmes tâches. Moi, c'est ce que j'aime, d'avoir un peu de connaissance, que tu sais pas quand ça va te resservir un jour. Ben non. Un peu comme à l'école, tu apprends des affaires, puis tu sais jamais quand que... Mais c'est ça, tu es en constant apprentissage, puis tu sais pas tu vas tomber sur quoi. C'est le côté aussi incertitude qui est le fun. Ben, ça rend ça le fun. Là. Ouais, Sinon, c'est ça. on le ferait pas. Là, C'est si, ça. Ben non, c'est la drogue, là. C'est comme, OK, j'ai une idée. Comment je le fais, t'sais? Fait que qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Fake it là, until you make it. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est ça. Ouais, J'ai avoir l'air de tellement savoir ce que je fais. concret. C'est ça. L'important, c'est que j'ai l'air de savoir ce que je fais. Exact, fake it and you make it. Mhm. Ah, puis de travailler dans le concret. Tu sais, quand j'étais sur les bancs d'école, genre, j'aimais pas ça. Là. J'aimais pas être à l'école. Mais c'est pas parce que j'aimais pas apprendre.
C'est la seconde où tu enlèves des devoirs fictifs puis des choses qui servent à rien là, dans ta tête de kid pour, OK, comment est-ce qu'on fait pour réaliser ça dans la vraie vie? Puis là, OK, je sais pas comment faire ça. Il faut que j'appelle quelqu'un pour ça. Je vais lire un truc pour... Là, c'est comme... C'est exactement ça. Dans l'industrie, ils parlent du just-in-time. Ouais. J'ai appris ça avec Simon, entre autres, ces affaires-là. Mais je suis stické d'avant sur l'idée du just-in-time learning. Au lieu d'apprendre pendant des années pour après ça peut-être en servir, cette idée-là d'apprendre au fur et à mesure que tu fais face à un nouveau défi, un nouveau problème. De faire comme, OK, là, j'ai besoin de ça, je vais aller l'apprendre, je vais le faire. Puis là, c'est comme tu l'intègres. L'actualisation constante. Exact. Ben oui. Yeah. Actualisation constante. Les choses bougent tellement vite qu'on n'a pas le choix. La société change, les gens changent, le contexte change. C'est tellement en mouvance qu'on n'a pas le choix de se virer de bord et de s'adapter rapidement. Puis je veux dire, autant ça peut être un changement de modèle, mais autant ça peut être une pandémie le demain matin qui nous tombe dessus. Puis, je veux dire, tu peux jamais t'asseoir sur... On s'en rappelle tous. Nous, on partait livrer nos propres commandes en ligne avec les enfants en arrière en mangeant des mini-eggs parce que c'était ça. OK, bon, on va faire des livraisons. OK, là, ton sac de mini-eggs, on y va. En même temps, il n'y a aucun de mes compétiteurs qui fait livrer ses enfants, là, mais niveau cuteness, c'est dur à battre. Surtout pour des livres jeunesse, c'est excellent. C'est dur à battre, là, mais on s'arrangeait avec... qu'on pouvait, on n'avait pas le choix. Tu peux faire une formule 40 jours. Tu fais payer les parents pour t'envoyer leurs kids, puis après ça, tu leur fais livrer des livres à la grandeur de la ville. On fait des activités. On va arranger quelque chose. Tu fais ça en un pack en plus. C'est un jeu. 30 jours à remplir des boîtes. C'est plus le format boîte qu'on va avoir besoin, là. Puis le défi des livres pour enfants emballés, ben, c'est qu'il y a des formats... Des fois, c'est carré. Des fois, ils nous font le petit livre pour les géants, là, qui est à peu près grand de même. Quand il faut qu'on l'envoie par la poste. Oui. Ah ouais, hein? Faut que je mette ça dans quelque chose. C'est vrai? Nous, c'est un des grands défis de puis le shipping, c'est tellement cher. Là, oui, ça coûte cher. c'est le client qui le paye? Ça dépend. Non, il y a une norme là, selon laquelle c'est en bas de tel montant, c'est nous ou d'autres. Mais nous, on est membre des librairies indépendantes du Québec, les LIC, avec libraire.ca. Et il y a une entente avec Post Canada quand même au niveau des frais de transport. Là, cool. Fait qu'on est quand même très heureux de ça. Ben oui. Mais ça reste qu'un livre, c'est lourd. C'est fragile. Donc, oui, envoyer des colis, c'est un enjeu. Là. La grève de Post Canada, je ne sais pas si vous, ça a dû avoir un impact aussi. Là. Mais nous, ça l'a fait jumper nos frais de livraison du double, des fois du triple. Nous, c'était la panique un peu. C'était en plus notre gros temps. Oui, avant les fêtes. Là. Ça va-tu revenir? Non, pas supposé. La grève, ils sont en genre d'entente. Mais tu sais, c'est jamais clair. Là. Nous, jusqu'à la veille, ils nous disaient... Puis nous, on a une équipe là, quand même chez Post Canada. On a quand même un bon contact. Puis jusqu'à la veille, comme non, Jade, impossible. Il n'y aura jamais de grève. Là, on va s'entendre. Mais tu sais, c'est parce qu'ils ne voulaient pas. Nous aussi, là, c'est... on a une compte client avec PicPac, puis Post Canada ne voulait pas... Avant la grève, ils ne voulaient pas que ces clients-là, ben, ils sachent, puis ils servent de bord, puis ils négocient. Fait que là, ils ont fait durer ça jusqu'à ce que ça tombe, puis que là, ils n'ont pas le choix de le dire. Puis là, tout le monde se revire vers des Intelcom, Nationex qui les attendent en maudit pour les prix, mais c'est normal parce que... Après ça, il déborde, puis tout arrête. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils n'ont pas le choix, mais ça aurait pu... nous, c'était la panique, là. On était en train de trouver une autre façon de rapporter nos sacs et tout, mais... Oui, capoté, là. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. C'est là, se revirer de bord, puis trouver ça. des solutions. Exactement. Ouais. Mais même si ça l'a repris, on est toujours... on avait commencé à avoir un plan B, là, puis on est toujours en train de regarder pour le mettre en place. Parce qu'on sait pas. Nous, on a la chance, rapidement, c'est le fun, on a un partenaire avec Post Canada, ça sonne bien. Mais le jour qu'il arrive des choses comme ça, on part un petit peu moins bien. Fait que, tout dépend, c'est ça. Si toute ta on est business très dépendant d'un seul... Nous, on est très dépendant de Post Canada. C'est super quand ça roule, là. Mais quand ça tombe comme ça, c'est là qu'on se rend compte justement qu'on s'est rassis, puis en fait... Ouais, notre modèle d'affaires, il y a peut-être des petites lacunes. Mais en même temps,
on regarde en Europe, on regarde si c'est avec eux que ça fonctionne le mieux. Parce que, tu sais, qui veut rapporter, on l'a vu, là, tout le monde bâchait Post Canada pendant la grève, mais c'est les seuls qui veulent rapporter les colis, là. Tu sais, c'est eux qui s'occupent d'aller où que les gens sont localisés à l'autre bout du monde, puis qu'à l'autre, tu sais, notre territoire est très grand, là. Ils desservent toutes les petites municipalités aussi, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les transporteurs. Là. Ouais, on rit bien de Post Canada, mais c'est les seuls qui veulent rapporter nos petits colis. Là. On a fait bien des recherches avec d'autres transporteurs et il n'y en avait aucun qui voulait rapporter nos sacs. Fait que, c'est sûr que c'est une façon de voir les choses. Là. Nous, on est bien chanceux de les avoir, mais... C'est une fragilité. Exact. C'est vraiment, oui. Ouais. Parce que les autres, c'est justement parce qu'ils déservent une grosse... leurs coûts sont tellement élevés. Là. Ouais. Ils peuvent pas compétitionner contre un Purolator Express que tu le reçois le lendemain. Là. Non, c'est ça. Mais nous, on est chanceux de les avoir. Tout d'un coup, quand on a signé avec Post Canada, on a eu le Canada au complet. Fait que jamais on aurait pu avoir un centre de distribution qu'on aurait pu débloquer le Canada au complet. Ouais, c'est une bonne journée, ça. Quand tu es dans le centre de régional à... Ma journée est faite. Mais c'est un stress aussi de faire comme... Oui. Oh, attends un peu, là, ça me prend un autre... Ben oui. Ouais. Beaucoup de sacs, là. Ouais, c'est ça. Ah ouais, dans ça ça. Puis, tu sais, eux, ils ont des partenaires avec la poste qui est américaine. Fait que ça nous permet quand même d'avoir un gros réseau. On aurait pu avoir un partenariat rapidement avec les États-Unis. Là, c'est peut-être un petit peu moins quelque chose qui nous intéresse, mais avoir un partenaire comme Post Canada, ben, on a de la notoriété rapidement. Là. Mais c'est un couteau à double tranchant. La maison mère est au Canada? Ouais, mais ils travaillent avec USPS pour tout ce qui est dédouanement, les choses comme ça. Comme interpays, on fait affaire beaucoup avec les Américains. Là. Ouais. Fait que eux connaissent. Une fois qu'on est rentré chez Post Canada, on connaît les grosses têtes chez Post Canada, qu'eux, ils ont les référents aux États-Unis. Fait que ça aurait été facile d'avoir un partenariat. Puis vous voulez pas développer aux États-Unis? Pas en ce moment. Okay. Pas en ce moment avec tout ce qui se passe, mais ça pourrait parce que on s'est rendu compte qu'on signe des grosses bannières ici, mais que c'est une bannière canadienne, mais elle livre nécessairement aussi des États-Unis. Là. Fait que ça pourrait être quelque chose qui pourrait se faire, mais c'est ça. C'est pas quelque chose qui motive à travailler sur le territoire américain. Je comprends, mettons, l'aspect comme politique, là, mais mettons, si la finalité, c'est avoir un impact environnemental. Ouais. Pour moi, c'est plus de territoire indépendamment de ce mais c'est juste que je sais pas, niveau... on l'a fait un peu l'étude du consommateur et tout. Les Américains, c'est pas eux qui sont le plus consciencieux. Là. Mais tu dois avoir des brands là-bas responsables. Oui, c'est ça. Fait que oui, ça pourrait être un marché. Ouais. Mais tu sais, le marché canadien... Puis on a tellement... Genre, même à l'échelle du Québec, on a tellement des belles brands qui c'est ça. Puis nous, on est les seuls au Canada à faire ça. Fait qu'on a le territoire. Fait que là, on est comme coincé dans un aspect que il faut se dépêcher parce qu'on est les seuls, parce qu'un jour, il va probablement en avoir de la compétition. Mais juste avec le Québec, où on a vu Colombie-Britannique, on a énormément... on a vraiment une bonne réceptivité là-bas. Fait que juste avec ces deux territoires-là, on est très... Tu peux faire un bout de chemin. Ouais. Il y a de quoi vous occuper pendant un bout de temps quand même. Là, juste ici. Là. Ouais, c'est ça. Nice. Ouais. Très cool. Y a-t-il des façons que la technologie affecte votre façon de travailler maintenant, mettons plus depuis la pandémie ou quoi que ce soit, ou ça n'a pas tant changé? Ben, moi, je vous apprendrai rien en vous disant que le milieu du livre est un milieu plutôt conservateur. Une technologie. Je reçois encore des bons de commande par la poste. Là. Donc, c'est pas... oui, la technologie... C'est juste une petite coche plus avancée que notre système de santé, d'abord. Oui, non, c'est ça. Mais, nous, on a choisi d'être informatisés. Pour nous, c'est important. Là. Le nerf de la guerre, c'est l'inventaire. C'est facile d'être dépassé par le nombre de titres qui sortent. Un nouveau livre qui arrive sur le marché, c'est assorti d'un droit de retour. Donc, on a un délai pour pouvoir le retourner, puis là, on a un crédit, puis là, c'est comme ça que ça roule. Mais la gestion de ça, c'est quand même un enjeu. Là. Fait que nous, on a choisi d'être informatisés. Depuis la pandémie, ben, on vend en ligne. Notre site était prêt 1 mois avant que tout explose. Fait qu'on est passé de 3 commandes par semaine à 35 par jour. Ça nous a mis dedans. Puis nous, on dessine sur tous nos petits colis. Puis là, on emballe tout. Puis là, on fait ça cute. Écoute, ça nous a mis dedans. C'est rendu bien en dessin après une pandémie de même. On s'est équipé d'étampes. Moins qu'il y a au-delà. Ah, ça, c'est une forme de technologie, les étampes. Mais tu sais, on le voit, là, les gens sont contents de revenir en librairie. Puis de venir bouquiner, puis de prendre leur temps. Puis nous, les enfants, ils ont le droit de toucher à tout. Fait que qui prennent les livres, qui regardent dedans, c'est correct. C'est pas un problème.
c'est là pour eux, donc on veut ça. Fait que oui, tu sais, la technologie nous permet de faire de la vente en ligne, nous permet d'être informatisés. Nous, on a balisé nos titres, là, genre deuil. Ben là, ça nous sort tous les livres qui parlent de deuil. Tu sais, on a décidé ce qui nous aide, Ça, nous. nice. C'est un travail important quand on reçoit les livres de dire ah, ça parle de deuil, ça parle de grands-parents, ça parle de maternité, ça parle de. Tout comme les classer par âge. Ouais. Parce qu'il n'y a personne qui fait ça dans la vie, classer ses livres par âge. Nous, on fait ça, mais c'est plus de travail au départ. Mais Par après, l'âge du livre ou l'âge du lecteur? L'âge du lecteur. OK. Fait que là, ça nous permet, par exemple, après, de mieux accompagner nos clients. Full. Puis, OK, deuil animalier. Parfait. Moi, je mets ma balise deuil animalier. Ça me sort tout ce que j'ai qui... Wow. Mais ça demande c'est de la plus gestion. de travail, mais qui, finalement, nous facilite Ça la vie. facilite Là, tout. Exact. après, là. C'est cool. Toi, la technologie? Nous, c'est notre plus grosse source de dépenses là, mensuelles. OK. Parce qu'en fond, on s'est rendu compte que c'était bien beau avoir un produit réutilisable, mais qu'il fallait savoir combien de fois il était réutilisé. Puis, on ne peut pas non plus se fier sur le système de Post Canada, parce qu'ils n'ont pas de système de tracking dans le service poste-lettres dans lequel on se qualifie. Donc, il a fallu développer notre propre système de tracking de sacs. OK. T'as-tu un ID, mettons, par sac? Exactement. Ah ouais. Wow. Donc, comme en ce moment, ce mois-ci, on a 10 000 sacs en circulation, il faut savoir sont où, quand, comment, quand ils vont venir. Il faut savoir l'affluence qu'il va peut-être avoir à l'entrepôt pour gérer les sacs. Fait que tout ça, s'il y a une vente en ligne, là, il y a nécessairement plus de monde qui vont prendre option sur le site web, donc il faut en envoyer plus. Fait qu'il y a tout ça qu'on n'avait pas nécessairement... C'était quand même négligé de ma part quand j'ai parti PicPack, je pensais pas. C'est des gros investissements, là, vraiment des gros investissements. Un développeur web, on sait combien que ça coûte. Mais nous, ça a été le premier embauche chez PicPack. Donc, on a quelqu'un à temps plein qui gère ça. Dans le fond, là, on est rendu avec 3 personnes au développement web. Fait que oui, on n'a comme pas le choix. C'est vraiment tout sur mesure, ce que vous développez pour votre tracking. Oui, exactement. Mais ça pourrait être... Pour vrai, notre système pourrait être appliqué dans n'importe quel... En fait, nous, notre problème, c'est que il y en a des systèmes de SaaS, des développements, des systèmes de tracking d'inventaire. Mais nous, le problème, c'est que quand on est arrivé sur le marché pour acheter une licence, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de système d'inventaire qui était fait pour un produit qui revenait constamment. Donc, un système basé sur l'économie circulaire. C'est quasiment de la location. Oui, exactement. Nous, on est vraiment dans un système locatif. Là. Donc, les entreprises nous rachètent à chaque mois. Mais il n'y avait pas de système qui était fait pour ça. Tous les systèmes qu'on voyait qui étaient en ligne, c'était genre, tu vends un produit, puis il revient jamais. Fait que justement, tu arrives dans un livre, tu le vends une fois, puis il va jamais revenir dans ton inventaire. Fait qu'il a fallu investir dans un développement sur mesure qui était vraiment appliqué pour l'économie circulaire. On a eu de l'aide du gouvernement, bien sûr. On en a encore là, au niveau du fédéral pour développer ce genre de système-là parce que, moi, demain matin, je pourrais le commercialiser pour, justement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la tasse à Montréal, qui est un produit qui est partagé entre plusieurs entreprises. Tout le monde est dans le même bateau. Là. Quand tu arrives en économie circulaire, il n'y a pas de système fait pour cette industrie-là. Donc, nous, c'est ce qu'on a monté. Puis, c'est un autre sous-produit chez PicPack, un produit qui est plus service, en fait, qu'un produit comme tel. Là. Fait que c'est vraiment une notion service qu'on a voulu investir dedans parce que ça vaut la peine des rapports environnementaux qui se font à chaque mois pour savoir, toi, tu es une entreprise, tu as 10 000 sacs qui ont circulé. C'est quoi ton analyse de cycle de vie? Faire des comparables de si tu avais utilisé des sacs à usage unique. Fait que ça devient aussi un outil de vente très facile aussi à mettre de l'avant, mais qui est compliqué puis qui a beaucoup de maintenance. Fait qu'il faut que nos systèmes aussi parlent à leur système quand tu arrives avec des plateformes comme Shopify, Magento et tout. C'est des plateformes web là, qu'il faut qu'on communique avec. Fait que, c'est quand même beaucoup de gestion. C'est nice. Mais la question, est-ce que le développeur il a créé une carte? C'est comme quand tu vois les baleines là, qui se promènent partout dans l'océan. Là, tu peux voir où, là. Non, tu peux voir tes sacs, là. Non, ça serait pas pire. Par exemple, je pourrais demander. Ça serait cool, là. Genre, on a une demande spéciale. Ouais. Rowan, il veut suivre son sac. Il est où mon sac? Comme sur Uber, genre. Il est où mon sac? Il s'en vient. Je vais sortir de ce podcast avec plein d'idées. C'est comme un brainstorm in a box. Mais c'était super cool, en tout cas, d'échanger puis d'en apprendre plus sur... je connaissais pas tout... surtout, je connaissais moins ce que tu faisais. Donc, c'est pareil, je vais aller checker ça. Puis, merci encore à Juan pour ton accueil dans cet espace magnifique et merveilleux. Puis, namasté. Je renvoie la balle à nos bureaux et à Laurent qui sont dans les rideaux. Ben
Au bureau, précisément Roxane, qui a lancé le projet, là. Qui m'a... Hey, on se rencontre-tu, là? Faut le partir. On le fait. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, merci, c'était vraiment nice. Très cool. Très cool. Super. Alors, un gros merci d'avoir écouté ce fameux épisode de nos podcasts jusqu'à la fin. Je tiens à souligner encore une dernière fois la présence de nos panélistes. On a eu avec nous Karen de la librairie jeunesse Le Repère, on avait Jade de Pickpack, Juan du Cool Club et moi-même, Olivier de chez Léo Studio. Et tout ça n'aurait pas été possible sans nos fiers commanditaires qui sont le Fonds des communautés ainsi que la MRC Haute-Yamaska. Et on est accueillis ici par le Cool Club, encore une fois, ainsi que Laurent qui est caché derrière la scène. Alors, un gros merci à tous ces gens-là qui se réunissent pour rendre nos podcasts possible. Je souhaite de se revoir dans un prochain épisode et je vous dis, comme on dit en anglais, hasta la vista, baby.